Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bonjour Facebook, j'ai envie de dire, puisque vous le savez, cet épisode de Oui Mayotte est diffusé sur plusieurs pages Facebook. On est absolument ravis de vous recevoir. C'est la 8e édition de Oui Mayotte. Oui Mayotte, un webinaire organisé par la délégation de Mayotte à Paris. On est ravis de vous retrouver chaque mois pour vous parler de Mayotte, bien sûr, mais pour vous parler aussi de différents sujets. On a eu l'occasion de parler littérature ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de création d'entreprise. Vous le savez peut-être pas, mais sur l'île, à Mayotte, il existe un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise qui est très actif et qui permet aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce réseau est là pour aider chacun de vous à ne pas tomber dans les pièges habituels, bien sûr, et à devenir un chef d'entreprise qui réussit. À Mayotte, sachez-le, il y a 22 000, un peu plus de 22 000 entreprises, 22 098 précisément, c'est 2 fois plus qu'en 2012. Ça veut dire qu'en 10 ans, le nombre d'entreprises à Mayotte a doublé. Il y a donc de la place pour les bâtisseurs sur l'île de Mayotte. Il s'est créé en 2021, par exemple, 1802 entreprises. Ce sont des chiffres de l'INSEE, des entreprises de services souvent, de statut de micro-entreprise. 47% des créateurs d'entreprises individuelles sont des femmes. Alors, pourquoi pas vous? Osez vous lancer, osez créer. C'est le message qu'on souhaite vous passer aujourd'hui dans ce 8e épisode de Oui Mayotte. Mais on n'est pas naïf, bien sûr. On le sait, réussir dans l'entrepreneuriat demande du travail, demande de la patience, demande de la préparation et demande surtout d'éviter certaines erreurs. Alors nos invités, femmes et hommes aujourd'hui, sont là pour vous parler de ces erreurs, pour vous donner les tuyaux nécessaires à la réussite de votre projet. Je vous les présente, le plateau de Oui Mayotte aujourd'hui. Je commence par Djeddah Chamsidine. Bonjour Djeddah, vous avez ouvert à Mamoudzou l'Institut de beauté Sublime Mayotte après un parcours en métropole et puis à l'étranger également. Vous nous expliquerez bien sûr les erreurs que vous avez faites et puis peut-être celles que vous avez évitées bien sûr. Bakar Ahmed Abdourahman, vous êtes le patron vous des glaces Caresse Crime, des glaces qui se sont vendues pendant un temps en mobilité. Aujourd'hui vous avez vos boutiques et vous avez même créé dans les 7 dernières années, plusieurs entreprises dans le secteur de la musique notamment, dans le secteur de l'événementiel aussi, vous nous en parlerez, puis vous nous apporterez vos conseils de créateurs d'entreprises. Bonjour à vous. Daikiwan Abdullah, vous êtes le directeur de Oudjerebou. Oudjerebou, c'est la petite maison des créateurs d'entreprises. C'est ce qu'on appelle une couveuse d'entreprises qui accompagne les porteurs de projets. Vous nous direz comment vous leur permettez d'éviter ces erreurs justement à ne pas commettre. Enfin, Cathy Ambad, bonjour. Avec vous, Cathy, on fera le tour des dispositifs d'aide qui sont proposés par le département, puisque vous êtes chef du service qui analyse les demandes d'aide et qui octroie les aides, bien sûr, aux créateurs d'entreprises. Ils sont évidemment nombreux à attendre vos conseils pour faire ces dossiers, bien entendu. Mohamed Zouber est avec nous également. Bonjour, monsieur le délégué de Mayotte à Paris. Merci d'être avec nous pour introduire ce webinaire sur la création d'entreprise. Comment éviter les erreurs lorsque l'on crée son entreprise à Mayotte. Vous allez, pour introduire finalement ce webinaire où on va entendre des créateurs, c'est aussi vraiment l'objectif. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un enjeu important pour l'île que de pouvoir donner l'opportunité de créer des entreprises. Bonjour Marilyn, bonjour à tous. Et tout d'abord, l'idée de ce projet vient d'un constat simple, c'est que il existe énormément de dispositifs, aussi bien étatiques, la collectivité territoriale de Mayotte, qui accompagnent la mobilité des jeunes vers la France métropolitaine, vers l'Hexagone ou la Réunion. Des aides au voyage, des aides et des bourses, etc., pour la formation des jeunes. Mais nous avons constaté qu'il n'existe quasiment pas de dispositif, ou très peu, qui accompagnent ces jeunes diplômés, fraîchement diplômés, ou ces porteurs de projets qui souhaitent rentrer sur leur territoire pour
pour s'installer et créer leurs entreprises. Alors, la délégation étant un service de représentation du département de Mayotte qui a pour mission la promotion du territoire. Qui dit promotion du territoire dit promotion des opportunités. Faire connaître les projets qui sont sur le territoire. Faire connaître les acteurs du territoire. Et deuxièmement, la délégation étant un service qui a pour vocation d'accompagner nos compatriotes qui souhaitent rentrer à Mayotte. Et de ce fait, ce projet a pour objet à la fois d'allier les deux. La promotion des opportunités qu'il y a à Mayotte, vous l'avez évoqué en introduction, mais nous essayons d'accompagner ces porteurs de projets avec le réseau que nous essayons de tisser, avec nos invités pour essayer de promouvoir l'intérêt de venir entreprendre à Mayotte. Et l'idée étant simple, c'est de dire à nos porteurs de projets, aux jeunes ou moins jeunes, d'aller vers l'entrepreneuriat, d'oser franchir ce pas et d'oser créer. Voilà un petit peu l'idée de ce projet. Très bien. Et d'oser prendre contact aussi avec les structures sur place à disposition à Mayotte, hein, qui vont les accompagner bien sûr dans ce parcours que l'on sait être semé d'embûches, pas toujours évident. Mais justement, on va évidemment en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Mohamed Zouber. Je vous rappelle, à vous qui nous regardez peut-être sur le compte Facebook de la délégation de Mayotte à Paris, peut-être sur le compte Facebook du département de Mayotte aussi, peut-être sur le compte de la délégation de Mayotte à La Réunion. Je vous rappelle que vous pouvez participer, bien sûr, à ce webinaire, poser vos questions, nous laisser vos commentaires. N'hésitez pas à inscrire vos questions dans le commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de la poser directement à nos invités. On est en direct, là, aujourd'hui, 17h heure de métropole, 18h heure de Mayotte. On est ensemble, tout simplement. Je suis avec vous et j'attends, bien sûr, vos commentaires que j'espère nombreux. Je voudrais donner la parole pour commencer à Bakar Ahmed. Bakar Ahmed Abdourahmane, vous êtes, je le disais, un chef d'entreprise depuis 7 ans maintenant, avec cette réussite qui est celle des glaces Caresse Crime, pas Scream bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà peut-être de votre parcours d'entrepreneur? Vous venez d'où? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise, de lancer votre projet? Ben, moi, tout d'abord, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis né à Paris. J'ai fait toute ma scolarité à Mayotte. Je suis natif de Famandzi. J'ai eu un diplôme, j'ai un diplôme en Master 2 en commerce international. Et j'ai fait un voyage à un moment donné dans ma vie, spécifiquement en Thaïlande. Et j'ai découvert cette technique de glace, tout simplement, lors d'un événement. Et lorsque j'ai vu ça et que j'ai pu le tester en instantané, je me suis dit pourquoi pas le lancer au pays. Donc j'ai commencé à faire quelques recherches et à voir où est-ce que je pourrais avoir ce genre de machine. Et il s'avérait qu'en fait, ça commençait à se développer un petit peu en métropole. Donc ça s'est démocratisé 3 ans après mon ouverture au pays. Et je me suis constitué un réseau de glaciers dans ce sens. Et je me suis dit pourquoi pas lancer un concept de glace artisanal fait devant le client, fait à la minute, où le client peut choisir lui-même ses ingrédients et c'est fait en instantané. Donc, on est en toute transparence avec le client. Et voilà. On voit quelques images d'ailleurs de la réalisation de ces glaces. Le Caresse Crime a été créé c'était en quoi? En quelle année? 2017, c'est ça? Avec l'activité ambulante au départ. Exactement, j'ai fait 1 an d'itinérance, donc on a commencé à être au bord de plage, on a commencé à faire beaucoup d'itinérance, à se déplacer sur les endroits stratégiques. Grâce à justement, on s'est renseigné un peu pour avoir au début des autorisations d'occupation temporaire, on appelle des AOT, qu'au final, bon, ça s'est fait au fur et à mesure et j'ai pu tisser un réseau avec les restaurateurs qui m'ont permis à ce que je puisse vendre les caresses glacées, les glaces chez eux.
Donc, c'était un peu du donnant-donnant. Donc, je leur ramenais un peu des clients et en même temps, ils pouvaient consommer leurs produits. Et ça a commencé comme ça a grossi. Et au final, les clients m'ont demandé un point de vente et parce qu'ils avaient besoin d'avoir un point fixe. Et à ce moment-là, j'ai ouvert un point fixe en 2019, c'est ça, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, été 2019 très précisément, à Mamoudzou. Ouais. Et du coup, j'ai ouvert un point. Avant de vous poser la question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, et en particulier, on va d'abord évoquer la partie avant la création, anté-création, ce qu'on appelle, avant de l'immatriculation. Je voudrais savoir, est-ce que c'était une évidence pour vous de créer votre entreprise sur l'île de Mayotte? Pas du tout, parce que mes parents, ils m'ont dit: ah, mais tu fais 5 ans d'études pour faire glacier. Du coup, c'était pas une évidence. Je suis allé je suis allé à l'intuition Mm. directement. En fait, c'était pas du tout évident parce que je commençais à en parler autour de moi. Les gens au pays commençaient à me dire: ouais, mais non, c'est une technique qu'on connaît pas. Nous, on connaît que les glaces à l'italienne, les glaces en cornet. Donc, c'était pas du tout évident au début et j'ai persisté. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de retours assez négatifs où les gens me disaient: bah non, ça va pas le faire. Et je me suis dit: mais pourquoi pas? Puisque l'environnement était identique qu'en Thaïlande. Et je me suis dit: pourquoi pas le lancer? Donc, je me suis dit: je lance et on verra ce que ça allait donner. Alors, quelles sont, selon vous, les erreurs à ne pas commettre? On l'entend déjà hein, dans votre témoignage, il y a eu quand même une grosse phase de préparation, de réflexion. Vous avez fait une étude de marché, j'imagine, ça a pris du temps. Est-ce que là, il y a un conseil à donner? Ben, moi, personnellement, avec un peu plus de recul, comme vous l'avez dit, avec les années d'expérience, une étude de marché est obligatoire. Moi, un premier conseil que je devrais donner aux gens, c'est que ben, l'erreur à ne pas commettre, c'est il faut essayer, en fait, tout simplement. Il faut essayer, c'est la première chose. Dans un second temps, étudier le marché parce que les chiffres, ça ne ment pas. Les retours de ce que les clients pensent, ça ne ment pas également. Donc, on a besoin de se mettre dans la peau de chaque client, chaque prospect, parce qu'avant de devenir des clients, c'est des prospects. Donc, en fait, c'est notre entourage au début. Donc, c'est la famille, c'est les parents, c'est les amis, c'est les cousins. Donc, connaître leurs préférences, leurs habitudes, c'est vraiment quelque chose d'important. Et à l'issue de ça, moi, avec un peu plus de recul, et ça ne regarde que moi, je crois que entre 10 à 12 mois d'études de marché sur le terrain ou à distance, hein, ça peut le faire aujourd'hui. On a la preuve, on est en train d'échanger à distance. Mm. Mais c'est beaucoup mieux d'être sur place. Je crois que 10 à 12 mois d'études de marché, c'est vraiment bien. C'est parfait même. Et après, il faut se lancer pour justement encore plus apprendre. Parce que si on ne se lance pas, on n'aura pas toutes les informations et tous les paramètres. Moi, aujourd'hui, j'aurais jamais cru qu'il y aurait beaucoup d'externalités. Et c'est vrai que si je ne m'étais pas lancé, ben, je n'aurais pas vu tout ça. Alors, c'est intéressant parce que vous disiez, j'en ai parlé à ma famille. Il y a quand même un risque quand on parle trop pendant son étude de marché, pendant sa préparation, on parle trop de son projet, c'est de se faire piquer son idée. Je pense que beaucoup de porteurs de projets qui nous regardent se disent la même chose, se disent, ouais, mais moi, j'ose pas trop en parler déjà parce que je suis pas tout à fait encore sûre de comment je vais Mm. présenter mon projet, de quelle va être mon offre. Mm. Quel conseil vous apporteriez-vous? Ben, moi, Faut en parler ou faut personnellement, pas en par parler? rapport à ça, je crois que c'est quelque chose de très culturel chez nous, mais je pense qu'en métropole, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence en vrai. On a toujours peur que notre projet soit piqué, mais au final, aujourd'hui, il y a Internet en fait. Notre idée, on ne va pas inventer la roue en vrai, à part si c'est des projets de brevets où là, on va déposer un brevet sur un logiciel où on sait que là, il ne faut pas trop en parler. Aujourd'hui, on construit son projet en parlant, même si on n'a pas les mots, et en parler autour de soi va permettre aujourd'hui de composer et de constituer son projet. Donc, il ne faut pas se bloquer et se dire que je ne parle pas de mon projet parce qu'on aura peur de me piquer. Dans tous les cas, il y a Internet. Hmm. Aujourd'hui, on a toutes les informations qu'on veut et pas forcément bonnes ou mauvaises, mais en parlant directement avec une personne, on aura le retour direct et s'entourer justement de structures comme des couveuses qui vont permettre justement d'orienter au mieux le projet, de se rapprocher des personnes qui ont déjà entrepris.
Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'en parler autour de soi, parce que l'idée, tout simplement, on aura beau penser on va nous l'appliquer, demain, le soleil se lève pour tout le monde, tout Ouais. simplement. Jada Shamsidine, merci beaucoup pour ce témoignage. Je reviens avec vous dans un instant, Bakar Ahmed. Vous gérante donc de l'Institut de beauté Sublime Mayotte, qui est un institut installé, vous êtes à Mamoudzou. Premier institut de beauté à proposer les masques provenant de la Californie. Vous avez une technique particulière, bien sûr. On peut peut-être en parler en détail. Mais ce que je voudrais savoir déjà, c'est quel est votre parcours? Comment vous avez porté? Vous êtes devenue porteuse de projet, chef d'entreprise à Mayotte. Bonjour tout le monde et merci de me recevoir également. Alors, en fait, depuis le début, je savais que j'allais ouvrir quelque chose dans le milieu de l'esthétique. Et puis, quand je suis arrivée à Mayotte, ça a été un gros coup de cœur au niveau de l'île. Et je me suis dit, ça va être ici. Parce que Ça a pris plus vous de êtes temps née en que prévu. métropole, vous avez grandi en métropole, et alors, C'est ça. et vous êtes arrivée à Mayotte pour créer Non, l'entreprise. On voit alors, des du coup, images d'ailleurs. je suis arrivée à Mayotte, j'ai fait comme tout le monde. J'ai bossé un peu dans plusieurs types d'instituts donc sur le territoire. Et puis, en fait, au bout de 4 5 ans, je suis repartie en métropole, me former, donc un peu partout. J'ai voyagé. Je voulais vraiment acquérir de l'expérience. Et chose que j'ai faite. Et une fois que je l'ai fait, je suis rentrée au pays et je suis venue me former du coup. Enfin, je suis venue ouvrir mon institut. Comment on ouvre un institut à Mayotte quand on n'est pas, quand on n'a pas grandi sur l'île, grandi à Mamoudzou en l'occurrence? Est-ce qu'il y a des pièges à ne pas, dans lesquels il faut éviter de tomber? Est-ce que ça a été plus difficile selon vous? Pour moi, non. C'est-à-dire que en plus de ça, je suis en Joannaise, donc ça pourrait même poser problème avec l'immigration. Mais non, c'est-à-dire qu'au final, les gens m'ont quand même bien accueilli. L'Institut a fonctionné très rapidement. Je pense qu'après, les difficultés vont être les mêmes partout. En tout cas, pour ma part, mais je pense parce que je me suis intégrée aussi. Hein, je ne suis pas restée dans mon coin. Je ne suis pas rentrée dans tout ce qui était politique, tout ça. Mhm. Donc ouais, je pense que c'était facile. C'était facile pour les clients de me faire confiance. Très bien. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avant d'ouvrir son institut? Je Vous avez fait reviendrai. des erreurs, vous? Oh, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein, mais qui ont toutes été constructives. Mais l'une des premières, comme il disait, c'est ne pas écouter les gens. Et au final, il a dit quelque chose de très vrai. C'est plus il y a d'avis négatifs, plus on va y aller. En fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose là-bas parce que personne n'ose. Ah, donc il faut ne pas écouter les sceptiques. Ceux Ouais, qui vous ne disent pas non, écouter faut les pas le faire, c'est critiques. ça? Après, il y a des choses à entendre. Hein. Il y a quand même tout n'est pas bon à prendre. Et en fait, faut pas laisser les peurs des autres nous guider, nous, en fait. Oui. Donc, chacun sa chance. On a tendance à travailler son projet. Je ne sais pas comment ça a été pour vous, Bakar Ahmed aussi, mais à travailler un peu son projet seul, à vouloir mettre petit à petit les briques les unes sur les autres. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut rester seul? Alors, moi, non, j'ai pas été seule. J'ai été accompagnée de ma meilleure amie, qui a Ah, été une épaule. Donc, elle est venue pour 6 mois. Au final, elle en aura fait 2. Et en fait, c'est celle qui me remettait, entre guillemets, sur le droit chemin parce que je pouvais un peu trop me laisser attendrir par les gens. Et elle venait mettre de la rigueur et taper sur le poing en disant non, là, ça va pas. Cette personne-là, faut que tu arrêtes de bosser avec. Donc, sur ça, je serais vraiment reconnaissante. Maintenant, bon, il y a toujours des gens qui vont essayer de venir se greffer à votre projet. Mais il faut savoir voilà, les recadrer. Après, il y a quand même des retours qui vont être positifs, même s'ils sont négatifs. Des gens qui vont vous donner comment dire, des pensées. Et moi, je sais que j'ai un peu écouté de partout, mais j'en laissais beaucoup. Mais par contre, être seule, en tout cas pour ma part, c'est pas possible. J'aurais pas et pu le faire. Bakar Ahmed, je vous pose la même question, je reviens vers vous. Vous avez monté votre projet Caresse Crime seul. Vous êtes fait conseiller, vous êtes fait accompagner. Moi, je me suis fait conseiller par mon entourage, Mhm. très précisément mes cousins qui n'étaient pas forcément dans l'entrepreneuriat, qui étaient dans le salarial. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce parcours d'entrepreneuriat. Mais
ils avaient ce recul et ils avaient aussi cette connaissance du marché. Donc, il y avait ce conseil-là. Donc, ils connaissaient aussi les structures. Il fallait orienter. Alors, moi, je suis passé par toutes des structures un peu classiques, c'est-à-dire la chambre de commerce, la chambre de l'artisanat. Je suis passé par la BGE, je suis passé par l'ADI. Je suis passé par plusieurs structures qui, au final, ont mis leur pierre à leur édifice. Mais au final, j'ai beaucoup compris que j'attendais beaucoup d'eux. Alors qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut que ça parte de nous-mêmes. J'attendais beaucoup d'eux. Pourquoi? Parce qu'à la clé, il y a des subventions. Et au final, en attendant beaucoup d'eux, j'étais dans cette spirale de me dire, bon, avec l'argent, ça va être la solution. Mais en fait, non. Le moteur, il doit venir de nous-mêmes en tant qu'entrepreneur. Et j'ai compris ça très vite. La réalité m'a très vite rattrapé en n'ayant pas les subventions, tout simplement. Là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je restructure mon étude de marché, restructure mon process, revoir ce qu'il fallait. Et au final, en fait, en faisant tout ça, en s'entourant ou pas, ça a fonctionné. Mais sinon, à la tête de l'entreprise, j'étais bien seul. À la création, j'étais toujours seul. Et je n'ai pas eu la chance d'avoir un associé ou un bras droit qui aurait pu justement être une grande aide. En tout cas, on entend et on comprend qu'il faut être souple, il faut être résilient, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie aussi de remettre son projet en cause du début à la fin, avant l'immatriculation. J'imagine que c'est ça? Grave, grave, parce que on n'aura pas vraiment la bonne formule, même après l'immatriculation, on aura sûrement des choses à revoir. Donc, en fait, on est en constante, c'est un peu comme la vie, en fait, on est en constante apprentissage et on constate qu'en fait, il faut absolument il faut s'adapter. La preuve avec le Covid, si un entrepreneur, pour moi, il apporte des solutions, tout simplement. C'est une des qualités qu'il doit avoir, il doit apporter des solutions. Donc, avec le Covid, si on est là à attendre les subventions de l'État, attendre que le Covid doit s'arrêter, en fait, on n'est pas sorti d'auberge, alors qu'on doit tout le temps rebondir comme un ballon, en fait. Si on comprend cette philosophie, cet esprit-là, en fait, elle change et ensuite, on arrive à s'entourer de personnes qui vont avoir cette philosophie et on avance. Très bien. Il y a quand même des dispositifs qui sont là pour vous aider, hein, vous qui êtes créateur d'entreprise. Parmi ces dispositifs, il y a la couveuse, il y a Udjerebu. Je m'adresse à vous, Dakiwan Abdullah. Vous êtes le dirigeant d'Udjerebu, qui est donc une couveuse d'entreprise. Qu'est-ce que c'est une couveuse d'entreprise? C'est un endroit bien au chaud où on peut créer son projet, monter son projet d'entrepreneur? Ah, alors attendez, on ne vous entend pas. Je pense qu'on a un problème de son d'Akiwan avec votre casque peut-être ou avec votre micro. J'avais pas Voilà, activé le son, parfait. excusez-moi. Ça y est, vous êtes avec Alors nous. oui, Dakiwan Abdullah, directeur opérationnel à Djerebu. Mm. Oui, alors la couveuse d'entreprise, c'est une association membre d'une région nationale qu'on appelle l'Union des couveuses. L'Union des couveuses, c'est une association neuve qui réunit toutes les couveuses d'entreprises réparties dans toute la France. Dans pratiquement chaque département français, il y a au moins une couveuse d'entreprise. Et la couveuse d'entreprise de Mayotte s'appelle Udjerebu. Elle a été créée en mars 2010. Donc, ça fait 12 ans qu'on est présent sur le territoire de Mayotte. Et en 12 ans d'existence, on a accompagné beaucoup de porteurs de projets, dont la plupart sont toujours en activité. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couveuse? Alors, une couveuse d'entreprise, c'est une structure d'accompagnement qui héberge juridiquement l'activité d'un porteur de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 12 mois, le porteur de projet va utiliser notre numéro SIRET et notre assurance responsabilité civile pour tester en grandeur réelle la viabilité économique de son projet. Donc, juridiquement, nous sommes responsables de l'activité, mais le porteur de projet a droit à un logo, un slogan, un nom commercial. Il va produire, prospecter et vendre comme si c'était immatriculé, sauf que c'est une création fictive. L'activité nous appartient étant donné que c'est notre SIRET et notre assurance responsabilité civile qui sont utilisés par le porteur de projet. Donc, l'idée, c'est d'accompagner l'entrepreneur à se former au métier de chef d'entreprise
parce qu'on n'est pas né chef d'entreprise, mais c'est quelque chose qu'on peut l'apprendre quand on veut. Et surtout, à se, à se tester son activité, voir si l'activité est viable ou pas. Donc voilà, on a des personnes qui testent, l'activité est viable, ils décident de ne pas s'immatriculer tout simplement parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour être chef d'entreprise. Mais la plupart des activités qu'on intègre dans le dispositif test d'activité, à la fin du test, on a quand même un taux de création qui est extrêmement élevé, qui tourne autour de 75% à l'année. Ah. Et comme disait Bakar Ahmed tout à l'heure, bon, il faut pas trop tarder, il faut se lancer à un moment donné, il faut arrêter d'attendre les aides, d'attendre que tout nous soit apporté sur un plateau. Est-ce que vous, de la même façon, à la couveuse, parfois, vous avez besoin de les mettre dehors, vos porteurs de projet, et de leur dire, allez, maintenant, ça y est, tu es capable de le faire, il faut le faire. Alors oui, la plupart du temps qui intègrent ce dispositif, à la fin des 12 mois, ils demandent toujours qu'on les prolonge. Sauf qu'à un moment, il faut bien qu'ils laissent de la place aux autres personnes qui veulent bien eux aussi tester leur projet. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de donner la chance à tout le monde, que tout le monde puisse se frotter à l'entrepreneuriat, tester son projet, voir déjà si on est fait pour être chef d'entreprise ou si l'activité a des chances d'être pérenne en fait. Ouais. Alors c'est vrai que le gros avantage quand même, c'est que l'entrepreneur bénéficie du numéro de SIRET de la couveuse, donc il n'a pas besoin de s'immatriculer tout de suite, il n'y a pas de frais de dépenser finalement par le porteur de projet. Ça aussi c'est important, hein, de ne pas engager des frais trop vite. Alors, ce qui est bien avec la couveuse, c'est que pendant les 12 mois de test d'activité, le porteur de projet a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ça veut dire qu'il est considéré comme s'il est en formation, donc il est là pour apprendre le métier de chef d'entreprise et pendant les 12 mois, il perçoit des indemnités qui sont versées par le conseil départemental, dont le montant varie entre 5 à 100 euros. Donc ce montant dépend de plusieurs critères. Si la personne est mariée, s'il a une situation de handicap, s'il a des enfants, la distance qui la sépare par rapport à la couveuse d'entreprise est également prise en compte dans le calcul du montant des indemnités. Voilà. Et alors, quelles sont les conditions d'entrée? Parce que j'imagine que ceux qui nous regardent et qui ne connaissaient pas vraiment le dispositif de couveuse se posent la question. Et moi, est-ce que j'ai une idée? Mais là, c'est vrai que j'aimerais bien faire ambulant aussi, comme une activité ambulante, comme Bakar Ahmed l'a fait au départ avec les glaces. Quelles sont les conditions d'entrée dans une couveuse à Mayotte aujourd'hui? Alors, juste avant de parler des conditions, j'aimerais juste apporter une petite précision. En plus de l'hébergement juridique, le porteur de projet est accompagné par un conseiller pendant 12 mois qui va l'aider à développer rapidement son activité. Donc, tout au long de la période test d'activité, l'entrepreneur ne sera pas seul. Donc, il y a vraiment une personne qui sera là pour l'accompagner sur les différents aspects de l'entrepreneuriat, que ce soit sur le marketing, sur la communication, sur la gestion financière de son activité. On tient également à la comptabilité du porteur de projet, donc pas besoin qu'il fasse appel à un comptable. La comptabilité est tenue en interne et durant toute cette période, régulièrement, on va lui proposer des formations en gestion, ce sont des formations en comptabilité, marketing, gestion commerciale, négociation commerciale, fixation de prix, ainsi que d'autres formations en gestion qui vont préparer le porteur de projet à la gestion de son activité. En ce qui concerne les conditions d'entrée à Ouadérébou, alors, la première des conditions, il faut être inscrit à Pôle emploi Mayotte en tant que demandeur d'emploi. On peut être salarié à mi-temps, mais dans tous les cas, il faut être inscrit à Pôle emploi et surtout ne pas dépasser les 20 heures par semaine. Donc, les personnes qui occupent un emploi à mi-temps, on peut les intégrer dans ce dispositif-là, mais il ne faut pas qu'ils dépassent les 20 heures par semaine. Donc, ne pas avoir déjà immatriculé son activité, vu que c'est un hébergement juridique, le porteur de projet va utiliser notre SIRET et notre assurance responsabilité civile pour tester en toute égalité son activité. Donc, ne pas avoir besoin d'embaucher du personnel, parce que le porteur de projet
il a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et en tant que stagiaire, on ne peut pas embaucher des salariés ou des stagiaires. Ne pas louer également un local, c'est-à-dire ne pas signer de bail commercial, ne pas louer un local pour l'activité. Pourquoi? Déjà, il débute une activité, il ne sait pas si l'activité va fonctionner ou pas, se retrouver à payer des loyers de 900 ou 800 euros. Donc, c'est un risque que nous, on peut pas prendre et on conseille le porteur de projet d'attendre la fin du test d'activité avant de décider de prendre un local, de s'installer dans un local en signant un bail commercial. Et puis, il y a des activités, on va le passer rapidement, des activités aussi on peut tester en couveuse, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas tester. Alors, le champ d'activité qu'on peut accompagner est vraiment large. On accompagne de tout. On a des producteurs audiovisuels, on a des personnes qui font du ménage, on a des informaticiens, on a des photographes, on a des journalistes également. On a de tout en fait. On a tous les niveaux. On a des personnes qui ont un niveau CM2. On a déjà intégré une personne qui a un niveau bac plus 8. Et ce qui conditionne la réussite du projet, ce n'est pas vraiment le diplôme, c'est plutôt l'engagement de la personne et la motivation vis-à-vis de son projet. Merci beaucoup. Cathy Rombade, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes chef de service en charge du développement des entreprises à la DDEI, qui est la direction du développement économique et de l'innovation. C'est vous qui instruisez les dossiers de demande d'aide. On a parlé déjà un peu de financement il y a un instant et des aides qu'on peut attendre et qu'on attend quand on est porteur de projet, qu'on est créateur d'entreprise. Que fait le département de Mayotte pour les créateurs d'entreprises? Bonsoir, je suis Cathy Ondade, chef de service en charge du développement des entreprises au conseil départemental, à la direction du développement économique et d'innovation. Ma direction s'occupe de tout ce qui est les aides octroyées par le département. Mais récemment, en 2018, le département a créé l'agence de développement d'innovation qui est le guichet unique qui fait tout ce qui est instruction de dossier, de demande de subvention. Et après, nous, on s'occupe de tout ce qui est la mise en place de la commission d'aide, aux aides économiques. Et après, pour les rapports et les conventions et tout ce qui est le versement de subventions. Et pour les subventions, on a 4 types de subventions. On a d'abord les aides directes. On a tout ce qui est l'AI, aide à l'investissement, qui est plafonné à 50 000 €, aide à l'initiative des femmes qui est à 3 000 €, et le projet initiative s'appelle PIGE pour les jeunes de moins de 30 ans qui est fixé à 6 320. Mais quand pour quelqu'un qui veut créer, qui est en création, pour une entreprise qui est en création, si c'est une femme, elle peut avoir à la fois l'aide à l'initiative des femmes, mais également l'aide à l'investissement. Et si on a moins de 30 ans, si on est un homme ou bien une femme, ça dépend, mais l'aide à l'initiative de femmes et le PIGE ne se cumulent pas. Soit on a l'aide à l'initiative de femmes, c'est pour les femmes, hein, ou bien l'aide à le PIGE pour les moins de 30 ans. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, en ce moment, c'est-à-dire, on a mis en 2020, on a mis en place la plateforme et on lance des appels à projets et on va sur le site du conseil départemental. C'est là où le porteur de projet peut faire sa demande en ligne. Et à partir de là, le porteur de projet peut demander sa subvention en ligne, que ce soit l'aide à l'investissement qui se porte sur tout ce qui est acquisition de matériel, véhicule pour un véhicule utilitaire ou bien camion, et également pour
Et également pour tout ce qui est travaux d'aménagement dans un local, si on a un local là où Alors, on veut on faire voit des travaux, l'adresse, on peut on voit voir l'adresse aussi des aides. du conseil départemental et l'adresse de la DIM aussi, de De la Mayotte, dîme, que l'on vous propose. Est-ce que les Mahorais font facilement appel aux aides? Est-ce qu'ils sont suffisamment informés? Parce que on se pose vraiment la question, c'est peut-être aussi une erreur de ne pas aller chercher aussi qui peut nous aider, qui peut nous apporter des aides. Je ne sais pas comment Bakar Ahmed et Jada s'y sont pris. Est-ce que vous avez pris le temps en créant votre entreprise de regarder ce qui existait finalement comme aide pour l'île, pour Mayotte? Jada, est-ce Euh, que vous voulez répondre? alors moi, j'ai travaillé du coup quand je me suis installée avec Dakiwan, qui a été d'une aide, Avec c'était la couveuse? incroyable. D'accord. Donc vraiment, la couveuse, je valide et survalide, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont dans de l'accompagnement jusqu'à encore maintenant sur la création de statuts. Par contre, je peux pas en dire autant du coup de tout ce qui va être subvention, puisque moi, l'AI, j'ai demandé, ça fait 3 ans. J'ai des collaborateurs qui ont fait la demande et qui, il y a un an, ils ont reçu cette année. Donc, si vous voulez, en fait, moi, j'ai l'impression que ce genre de structure, c'est plus, si tu connais quelqu'un, on t'accompagne. Donc maintenant, moi, je préfère travailler dans mon coin et ramasser mon argent et investir mon argent dans mon entreprise. Mais solliciter les structures comme ça, personnellement, je perds plus mon temps là-dedans parce que c'est des gros dossiers qu'on vous demande de faire. Et au final, vous êtes en attente et l'argent, on ne sait pas là où il est distribué, on ne sait Mhm. pas. Ouais, là, Donc, non. ce que vous dites, c'est très intéressant, Jada, parce que ça veut dire aussi que une des erreurs à ne pas faire, c'est de compter trop sur les Ah ouais, aides, non. de compter trop sur les supports qu'on peut avoir. Il faut aller en chercher, il faut aller, bien sûr, mobiliser un maximum d'outils, de leviers que vous pourrez mobiliser, mais c'est pas ça, l'entreprise, peut-être. Non. Bakar Ahmed, est-ce que vous voudriez nous donner votre expérience, vous, de ces dossiers administratifs et du soutien, peut-être, qu'on peut trouver aussi via des organismes comme la couveuse, et peut-être d'autres d'ailleurs. Les experts comptables aussi peuvent être de En fait, moi, grandes aides. j'ai lancé un petit clin d'œil au début en disant que si on commence à attendre des aides, et c'est là où j'ai compris parce que je rejoins totalement ma collègue aujourd'hui, cette souplesse dans les demandes, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs parcours à travers ces structures, cette souplesse en fait, je ne sais pas si c'est le fait d'aller demander des papiers à je ne sais pas d'où ils sortent ces documents-là, mais en fait, cette souplesse n'est pas vraiment évidente. Il n'y a pas cette souplesse administrative pour pouvoir faire cette demande. Et surtout, lorsqu'on a, bon, je peux comprendre qu'on demande un bilan prévisionnel sur plusieurs années, ça, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre non plus ce temps d'instruction qui aujourd'hui a le temps de nous tuer, nous en tant qu'entrepreneurs. Je donne un exemple simple. Hein. Moi, j'ai fait une demande de pige. J'ai j'ai ouvert mon entreprise 3 ans après, je l'ai eu. Enfin, moi, c'était si je ne demande pas de l'avoir dans l'immédiat, mais il y a un court terme quand même qui doit être une obligation de se dire que, OK, le projet, il est validé parce que le temps que ça soit validé et le temps qu'on reçoit quelque chose, mais moi, j'ai le temps de construire 2 maisons. C'est tout à fait dommage. C'est pour ça que je dis que les aides sont là, les structures sont là pour instruire les demandes. Mais qu'est-ce qui bloque réellement? Je ne veux pas lancer un débat, mais aujourd'hui, on est là, on se dit, mais autant se lancer. C'est pour ça que je parle de 10 à 12 mois d'études de marché, parce que ça permettrait aussi d'être un peu dans le salarial, peut-être dans un début, mettre de l'argent de côté et avoir toujours un fonds propre lorsqu'on ouvre une entreprise. Parce que s'il faut focaliser ces 100% de fonds à travers des subventions, surtout chez nous, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc oui, il y a des aides, il y a des choses qui sont faites, mais je peux vous le garantir, autour de mon réseau, on doit peut-être être 5% à avoir eu cette aide-là. Et lorsqu'on compare avec les autres îles voisines, je ne veux pas dire la Réunion, mais je veux dire allez, les Antilles, les instructions se font un peu plus rapidement, peut-être un délai un peu long entre la validation de la commission, mais juste après la validation de la commission, on n'a pas à attendre 3 ans. Enfin, là, on attend 3 ans encore. Même nous, on a oublié. On se dit, mais ah ouais, j'avais demandé ça. Enfin, c'est aberrant.
On attend les subventions comme si c'était une surprise, un cadeau, au final. Ah, je vous entends plus. Je vous entends plus. On vous entend plus. Les secours, vous m'entendez maintenant? Ça ira mieux. Bon, Oui. Cathy Ombad, sans vouloir justifier un fonctionnement administratif, ce qui est quand même, ça reste délicat et vous n'êtes pas là pour ça, mais est-ce que ces demandes d'aide, c'est pas l'occasion aussi pour les chefs d'entreprise, pour les porteurs de projets, de se rendre compte des difficultés, du besoin en gestion d'entreprise, en anticipation, du besoin de trésorerie aussi? Est-ce que ça, c'est peut-être une des erreurs, puisqu'on parle des erreurs aujourd'hui dans ce webinaire, une des erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas s'intéresser à ces papiers, à cet administratif, à la trésorerie, aux déclarations qu'il y a à faire. Oui, là, je veux revenir là-dessus, c'est-à-dire pour l'instruction. Il y a les entreprises, je les comprends, qui se plaignent que ça prend du temps, mais il faut comprendre que l'instruction, il y a toujours des pièces obligatoires. Et ces pièces obligatoires, je les comprends et elles ont l'impression que ça prend du temps et que c'est plus difficile, mais ce qu'on demande, c'est ce qui est obligatoire pour toute entreprise, que ce soit pour une demande de subvention ou bien dans la vie de tous les jours d'une entreprise. On demande toujours qu'une entreprise soit en règle au niveau de ses cotisations sociales. On demande toujours à une entreprise d'être en règle au niveau de ses cotisations fiscales, mais également avoir un bilan tous les ans et et aussi avoir une bonne gestion d'entreprise. C'est-à-dire, la plupart du temps, les gens croient que ça prend du temps parce que ceux qui font l'instruction, comme je vous l'ai dit, que c'est l'agence de développement qui fait l'instruction des demandes. Il y a beaucoup de dossiers qui sont là, mais qui sont incomplets et notre, Ujerebu peut aussi en témoigner là-dessus que la plupart du temps, la DIM sont en contact avec la DIM et la DIM à chaque fois leur fait des retours qu'on a des dossiers, mais des dossiers qui sont incomplets. Et parfois, les porteurs de projets ne réagissent pas à temps. Quand on leur envoie des mails, ils ne réagissent pas. Et là, moi, je comprends, c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire faire comprendre aux entreprises que certes, il faut demander des aides, mais avant d'avoir ces aides-là, on doit justifier aussi son apport personnel, c'est avoir des fonds propres. Avoir des fonds propres pour créer son entreprise. Sans les fonds propres, on ne peut pas, parce que là, on ne peut pas financer l'entreprise à 100%. Et là, si on n'a pas des financements propres, on ne peut pas financer le projet à 100%, mais on a des structures d'accompagnement que le département subventionne, comme Ujerebu, BGE, la CCI, qui sont là et le département met les moyens pour aider ces entreprises. Parce que pour le montage de dossiers, c'est le département qui subventionne ces structures pour aider ces entreprises et au final, les aide financièrement également. Du coup, il faut prendre en compte aussi, parce que là, les entreprises, parfois, il y a des entreprises, elles ont aussi du mal à comprendre une entreprise, par exemple, qui crée en 2020. Et en 2022, c'est là qu'elle commence son activité. Mais dans sa tête, elle n'intègre pas qu'une fois que l'entreprise elle est créée, ça veut dire juridiquement, elle existe. Et quand on lui demande au moment de l'instruction, on lui demande de fournir son bilan 2021, et là, elle va dire, mais non, l'entreprise ne fonctionnait pas. Et là, on lui fait comprendre que même si elle ne fonctionnait pas, on doit toujours faire un bilan tous les ans. À partir du moment où l'entreprise a été immatriculée, c'est ça? Elle existe juridiquement. Même si, c'est-à-dire, on ne fait pas des recettes, de chiffre d'affaires, mais il faut quand même faire un bilan, qu'on sache l'activité de l'entreprise où elle en est. Quel est le conseil que vous donnez pour les fonds propres, Cathy Ombad? Combien il faut de fonds propres, finalement, pour créer son entreprise? Un pourcentage du chiffre d'affaires attendu? Comment vous mesurez les fonds propres de quelqu'un? Mais le mieux, c'est quand on a un projet, qu'on se dit déjà qu'on a au minimum 10% du coût total de son projet, qu'on a au moins les 10%. Et après, si on a le prêt bancaire, après, demander des aides. Mais au fond, au moins avoir au minimum 10% du coût, de son coût de projet.
Une fois qu'on a créé sa boîte, trouvé son local, qu'on a même trouvé ses premiers clients, pourquoi pas, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Je voudrais donner la parole à Djeda Chamsidine pour commencer. Djeda, une fois que vous avez ouvert votre institut, Sublime Mayotte, quelles sont selon vous les erreurs à ne pas commettre? Je crois que c'est la gestion de la clientèle qui pour vous est la plus Pour moi, importante aujourd'hui. pour moi, c'était important enfin, le cœur de mon institut vraiment repose sur l'expérience client, le suivi clientèle et la prise en charge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de ne pas reposer sur mes acquis. Le conseil fait partie aussi de l'expérience client. Après, les erreurs à éviter, ouais, c'est d'accueillir les clients dans un endroit propre, dans un endroit accueillant, d'être réceptif aussi à la critique. Les clients peuvent vous donner des retours qui ne sont pas forcément plaisants des fois et savoir les prendre et les accepter. Se renouveler. Moi, je sais que je me forme constamment. Là, actuellement, je suis en vacances en métropole, mais ce n'est pas réellement des vacances, puisque voilà, je vais travailler sur d'autres choses. Donc, il y a l'ouverture, oui. Il y a le moment où vous avez les clients qui viennent, ok, c'est bien, mais après, il y a quoi? Moi, je sais que personnellement, pour ma part, j'aime beaucoup tout ce qui va être développement, comment dire, de faire grandir l'entreprise, ouvrir une entreprise et générer un chiffre qui nous rend confortable, c'est bien. Mais je sais que moi, j'aime le challenge, donc constamment, je veux grandir, quoi. Donc je dirais que c'est ça, avoir, Vous m'avez dit comment dire, enfin, en préparant ce webinaire, Djeda, vous m'avez dit une des erreurs à ne pas faire, c'est d'essayer de vouloir plaire à tout le monde. Ah oui, non, mais ça, oui, oui, parce que du coup, quand j'ai commencé au début, on m'a dit oui, ça va pas le faire, ça va être trop cher. Et au final, non, moi, j'ai écouté mon intuition. Et alors oui, j'ai des prix qui sont onéreux, mais qui au final sont justifiés et les clients le comprennent. J'ai une cible à venir et vouloir toucher tout type de client, c'est pas possible. Faut avoir une cible, donc ce qui va d'ailleurs permettre par la suite de pouvoir fixer ses tarifs et être à l'aise avec ça. Souvent, on a du mal à fixer nos tarifs. On se dit non, mais là, ça, c'est trop cher. En fait, c'est trop cher pour qui? Pour vous ou pour le client qui est demandeur? Donc, moi, c'est la question que je me suis posée au début. Où j'ai très vite et rapidement répondu. Mais ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est une grosse erreur. Bakar Ahmed, même question, rapidement, le temps tourne, mais quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on se lance? Alors vous, on n'en a pas parlé, mais vous avez créé deux entreprises dans le secteur de la musique et de l'événementiel aussi. Peut-être une des erreurs, c'est de créer son entreprise en 2019. Non, c'était juste avant le Covid. Mais non, même pas, puisque Djeda confirme, me dit non, pas du tout, c'était bien. Pour ma part, hein, moi, ça a été le meilleur moment. Quelles sont les erreurs? Pour certains, il y en a qui sont créés leur entreprise pendant le Covid et aujourd'hui, ça fait des levées de fonds énormes et des chiffres d'affaires énormes. En fait, ça dépend. C'est pas vraiment une question de période, mais en fait, des erreurs, personnellement, même en créant une deuxième entreprise, c'est déjà de stabiliser la première. De se dire que, OK, la première, elle est stabilisée. Moi, je pense que sur 3 ans, c'est 3 ans bien de durée pour savoir si l'entreprise, elle va être stabilisée. 3 ans d'existence. Et les erreurs à ne pas commettre, concrètement, c'est de vraiment toujours se remettre en question. Et je pense que c'est à peu près dans tout territoire. Chez nous également, où on a certains entrepreneurs, surtout dans la restauration, qui n'arrivent pas forcément à se remettre en question ou à accepter les critiques. Bon, après, on a également des cas en face de nous qui n'ont pas vraiment justement cette formule de politesse ou d'acceptation. Mais il y a des choses où aujourd'hui, des gestes commerciaux, des gestes commerciaux, pardon, peuvent être faits dans plusieurs domaines, qu'il faut apprendre toute cette manière-là et remettre le client au centre. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a pas forcément de concurrence autour de soi, mais les clients aujourd'hui, ils voient tellement de choses à travers Internet et ce qui se fait à l'extérieur. Donc, il ne faut pas se dire que parce que c'est Mayotte, qu'on se dit, OK, je propose ce service, le service n'a pas été bien fait, ben, écoutez, je ne fais pas de geste commercial, je fais pas de… Non, il faut être aussi soin avec les clients du début jusqu'à la fin pour que le client puisse ressentir une expérience. Moi, je pense que si je vais chez Sublime, je vais en sortir en ayant vécu une expérience.
Si vous allez chez Caresse, vous allez prendre une caresse glacée et vous allez en sortir avec une expérience. Donc, c'est tout un environnement qu'il faut maîtriser. Et effectivement, moi, si j'avais un seul conseil en revenant sur les subventions, il ne faut pas l'attendre. Il faut se dire, OK, c'est un peu comme la piste langue à Mayotte. Hein. Si vous l'attendez, on n'aura pas. Dakiwan Abdullah, quelles sont les erreurs à ne pas commettre une fois qu'on a lancé son projet, selon vous, de votre expérience de couvreur? Oui. Moi, je pense que c'est important quand même de faire un suivi comptable de son activité. En général, ce qu'on a à Mayotte, bon, surtout ça concerne les petites entreprises qui sont déjà lancées et qui sont là depuis très longtemps. Souvent, ils ne tiennent pas de comptabilité en fait. Ce que j'appelle par comptabilité, c'est pas la comptabilité pure et dure, mais au moins tenir un cahier de recettes et dépenses, connaître les entrées et les dépenses, d'accord? Et également, c'est important de tenir cette comptabilité. Pourquoi? Tout simplement parce que demain, si l'entrepreneur souhaite demander une aide financière ou faire un prêt à la banque, tout simplement, on va lui demander de fournir son bilan comptable, parce qu'une entreprise qui n'a pas d'historique comptable aura du mal, en tout cas une entreprise qui existe depuis un certain moment, qui n'a pas d'historique comptable, aura du mal à solliciter un prêt à la banque ou même à demander une subvention auprès des pouvoirs publics. Aussi, je dirais que c'est important quand même de se renseigner sur les aides économiques. Je pense quand même que Mayotte est bien loti en termes d'aide financière. Il y a pas mal de structures qui octroient du financement en termes de subventions. Donc, on a le conseil départemental avec qui on travaille beaucoup, notamment sur le montage des dossiers. On a aussi les aides de la défiscalisation dédiées à toute personne qui souhaite investir dans son projet. Vous avez aussi les intercos, les communes qui octroient des subventions. Donc, il faut se rapprocher à d'eux pour savoir si l'activité est éligible ou pas. Vous avez également les prêts à taux zéro, ce qu'on appelle les prêts d'honneur qui sont proposés par Initiative Mayotte. Également l'ADI qui est là depuis très longtemps, qui est vraiment une acteur clé sur le développement d'entreprises ou la création de petites entreprises. L'avantage de l'ADI, c'est que les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, ils peuvent solliciter le prêt que toi ADI pour bien lancer leur activité. Donc, c'est important de s'enseigner sur les aides qui existent, ne pas mettre tout son argent dès le départ dans son projet ou se dire que moi, je n'ai pas besoin des aides publiques pour commencer mon activité parce que je trouve que ça serait dommage justement de ne pas profiter de ces aides-là pour justement assouplir les charges financières de l'activité et donner un coup d'oxygène justement à la trésorerie. Sur les périodes, notamment sur les périodes un peu compliquées en trésorerie, quand les grosses mensualités ou les gros paiements de taxes notamment tombent. Cathy Ambad, pour terminer ce webinaire, même question sur les erreurs à ne pas commettre. On a vu apparaître, juste un mot, on a vu apparaître le fonds de garantie dans les aides indirectes qui sont proposées, en plus du prêt à taux zéro. Vous pouvez nous en dire un mot de ce fonds de garantie? C'est expérimental, c'est ça? Oui, c'est en phase d'expérimentation, c'est-à-dire on a les prêts d'honneur, c'est prêts à taux zéro, mais c'est l'initiative Mayotte qui porte cette aide, mais c'est une aide du département. Et on a également, c'est-à-dire on est en phase de mettre en place le fonds de garantie. Ça, le département veut aider les entreprises qui ont du mal à avoir des prêts bancaires, parce que comme tout le monde le sait, qu'à Mayotte,
80% des entreprises sont des TPE et la plupart d'elles, elles ont du mal à avoir des prêts bancaires. Et le département, pour aider ces entreprises, va mettre en place, c'est en train c'est en phase d'expérimentation avec France Active, qui, pour aider ces entreprises, c'est un fonds, c'est pour garantir le prêt bancaire auprès des banques. Ça va aider les entreprises à avoir facilement des prêts bancaires, ce qui leur permettra de réaliser leur projet. Et pour les erreurs à éviter, moi, je dirais qu'il faut impérativement qu'un porteur de projet soit, c'est-à-dire formé en gestion d'entreprise. Parce que là, c'est ce qu'on se rend compte, que la gestion d'entreprise, la plupart des porteurs de projets, elles ont du mal à gérer leur entreprise. Et quand j'ai dit gérer, ce n'est pas seulement gérer son activité. Parce que là, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, c'est important. C'est-à-dire quand une entreprise n'a pas c'est-à-dire à suivre sa comptabilité, il faut voir un expert comptable pour aider, pour l'aider. Et là, pour tout ce qui est la formation et tout ce qui est les documents comme les déclarations d'impôts, les déclarations, tout ce qui est pour l'impôt sur le revenu pour une entreprise individuelle, mais pour le bénéfice, mais également pour tout ce qui est société, sur l'impôt sur les sociétés, parce que là, c'est ce qu'on retrouve toujours. Et là, je comprends les entreprises qui se plaignent, mais pour l'instruction, c'est obligatoire. Il y a des pièces, et là, il n'y a pas de pièces, insurmontables. C'est des pièces obligatoires qu'on demande une subvention ou pas, mais l'entreprise doit faire ses déclarations fiscales, sociales, tenir une comptabilité et avoir un bilan tous les ans. Et c'est ce qui est... Alors, il nous reste une petite minute, mais Jayda, c'est vrai, ça, la gestion d'entreprise, c'est quand même important d'être formé et d'avoir bien conscience que l'argent qui rentre le soir, qui est dans la caisse le soir, c'est pas le revenu du chef d'entreprise. C'est clair que c'est important. Après, là, moi, pour rebondir sur ça, c'est que malheureusement, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est qu'en fait, moi, j'ai été suivie par la couveuse et Dakwan pourra en témoigner. Mon dossier, il est à jour, tout est OK. Ouais. Et donc, pour moi, il y a zéro excuse, en fait. Il y a juste la lenteur du système qui rend les choses insupportables. Donc, avoir une comptabilité à jour, être vraiment à jour partout et au final, ne pas avoir des subventions, je trouve que c'est inadmissible. Et en fait, et c'est là, pour moi, le système, il est mal fait. Donc, oui, promouvoir l'entrepreneuriat, les subventions, il y a des aides, mais à qui sont réellement attribuées ces aides ? Moi, c'est ça la question. Alors, sans rester sur le sujet, sans rester sur le sujet des aides, c'était plutôt sur le sujet de l'entrepreneur, je veux dire du business développeur que vous êtes. La gestion, être capable de comprendre un bilan. Il faut bien gérer sa trésorerie. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que cet argent, il est pour nous, alors qu'en réalité, il n'est pas pour nous. Il faut savoir le réinvestir constamment tous les jours pour pouvoir grandir, justement. Donc oui, non, ça, c'est vrai que c'est important. C'est une des erreurs à ne pas commettre et je pense qu'on commet tous. Je ne sais pas pour toi, Juliette, mais moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais au début. On arrive au terme de cette émission. Il reste 10 secondes. 10 secondes, dernier mot, Bakar Ahmed, sur ce sujet. La gestion de l'entreprise, il faut se mettre dans le bain, tout simplement. Et, combien de temps ça prend ? Combien de temps ça vous prend, là, rapidement ? Pardon ? Combien de temps ça vous prend, à vous, Bakar Ahmed, la gestion d'entreprise ? Par semaine, on y passe quoi ? Un jour ? Par semaine, il faut se prendre, on dit qu'on est sur 35 heures, il faut prendre au moins 20 heures de plus en gestion d'entreprise, donc on est sur 45 heures en fait. Ça nous prend énormément de temps la gestion, donc c'est hyper important. Donc, quand on est patron, on compte plus ses heures. Voilà. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de ce webinaire Oui Mayotte. Je remercie également bien sûr Mohamed Zouber qui était avec nous et qui est resté avec nous, qui nous a écoutés pendant toute ce webinaire. On se donne rendez-vous dans un mois avec un nouveau numéro de Oui Mayotte, un nouveau sujet. Bien sûr, restez connectés sur les Facebook de la délégation de Mayotte à Paris, les Facebook du département de Mayotte également. Vous en saurez beaucoup plus. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.